Alors, plein emploi, commerce international, charte de la Havane, on peut se demander pourquoi on met tout ça dans le même panier. Et je vais essayer de montrer les liens qui sont évidents pour tout le monde, mais il est peut-être bon de les confirmer. Comme Joël a fait allusion, moi je suis rentré sur le marché du travail vers 64-65. J'ai pas le souvenir qu'à l'époque le mot chômage existait. J'ai pas le souvenir, on ne parlait pas de chômage, nous n'avions aucun souci pour trouver du travail, et subitement, à partir de 74, 75, 76, le chômage est devenu une préoccupation importante pour la population, l'inquiétude. On a vu se développer un nouveau domaine qu'on ignorait qui s'appelle la précarité, au fil des ans, selon les conjonctures nationales, internationales, les chiffres fluctuaient, mais globalement, la tendance est quand même toujours à une augmentation, du chômage et de la précarité. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à un chômage et une précarité de l'ordre de 7-8 millions. À chaque fois qu'on fait les calculs pour ajouter le chômage et la précarité, on arrive pratiquement toujours à la même conclusion. Il faut multiplier les chiffres du chômage par 2 pour avoir l'ensemble chômage pour précarité, à peu près. Donc 6-7 millions chômage plus précarité, ça représente un quart à un tiers de la population active française. Mais les chiffres sont trompeurs parce que les chiffres ne traduisent pas les angoisses qu'il y a derrière. Ils ne traduisent pas les stress qu'il y a pour les gens, le malheur et parfois le désespoir. C'est toujours ce côté absolument négatif des visions chiffrées des choses. Elles ne traduisent pas la nature des souffrances éventuelles. Alors, simultanément à cette montée du chômage, nous avons assisté à la fermeture d'usines. Alors, tu faisais allusion à mon travail dans une multinationale. Cette multinationale, c'est Philips. Quand je suis rentré chez Philips, il y avait 2 usines de télévision à Dreux, fermées. Une usine de machines à laver à Amiens, fermée. Une usine d'appareils audio à Flers-de-l'Orme, fermée. Une usine au Mans, qui a fabriqué d'abord des télés, puis des téléphones portables, fermée. Une usine à Pont-à-Mousson d'éclairage, fermée. Une usine à Dijon qui faisait les lampes de 60 watts, fermée. Une usine à Chalon-sur-Saône qui faisait des tubes fluorescents, fermée. Une usine à Rambouillet qui faisait des autoradios, fermée. Pardon ? Caen également fermé. Alors, effectivement, quand Nogent-le Rotrou, des usines qui font des composants électroniques, fermées. Pourtant, nous continuons toujours à acheter des téléviseurs, des machines à laver qui étaient faites au Mans, des téléphones portables. Seulement, c'est plus fait chez nous. Pourquoi cela? Eh bien, à cause des règles internationales concernant le commerce. La concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des biens, mais pas des travailleurs. Attention, la théorie libérale indique qu'il faut qu'il y ait une circulation libre des moyens de production, c'est-à-dire le capital et les travailleurs, mais ça, les travailleurs, ils n'ont pas le droit à la libre circulation, surtout si par hasard ils arrivent d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Chacun voit bien qu'il y a une relation entre les règles du commerce international, les fermetures d'usines et l'emploi. Vous allez dire, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. J'en suis pas sûr, parce qu'au niveau international, quand on regarde les organisations internationales, les traités qui traitent de ces objets, ils traitent séparément des problèmes du commerce. C'est l'OMC, c'est l'Union européenne, ou par ailleurs, on traite de l'emploi, l'OIT. Mais jamais on fait le lien entre les deux.
alors qu'il est évident qu'il y a un lien entre les règles du commerce international et l'emploi. Et c'est tout l'intérêt de la Charte de la Havane. La Charte de la Havane, on reviendra sur son historique, essaye de faire un lien entre le commerce international et l'emploi. Et c'est en ça, je pense, qu'elle est très intéressante, et en ça qu'elle peut nous apprendre beaucoup de choses. On n'a pas vu le piège qui nous était tendu. On ne l'a pas vu. Mais, je voudrais prendre un autre exemple des conséquences absolument catastrophiques de ces règles du commerce international. Un exemple que je connais un peu, le cas de la Tunisie, mais ça pourrait être le Maroc, ça pourrait être la Roumanie, ça pourrait être n'importe quel pays. En Tunisie, si vous êtes un investisseur étranger, un particulier ou une entité, si vous investissez en Tunisie pour produire des choses que vous allez exporter, donc pas pour les Tunisiens, hein, non, pour l'exportation, vous avez des tas d'avantages. Premier avantage, liberté de transfert des résultats. Si vous faites des bénéfices en Tunisie, vous pouvez les rapatrier. Alors que le dinar, monnaie tunisienne, normalement n'est pas converti. Mais ce n'est pas tout. Impôt sur les sociétés, 0% pendant 10 ans. TVA sur les importations et sur les ventes, rien du tout. Prime d'investissement. Non seulement vous n'avez pas d'impôt à payer, mais on va vous donner de l'argent pour venir vous installer. Et enfin, tous les aspects sociaux. Le SMIC en Tunisie est à 150 €, c'est-à-dire 300 dinars. Et bien sûr, on le met bien en évidence pour montrer que c'est moins cher que chez nous. Et les cotisations sociales patronales, vous pouvez obtenir un abattement jusqu'à 100% selon l'endroit de la Tunisie où vous vous installez. Si vous vous installez dans les endroits où il y a un manque d'emploi, là vous aurez absolument 100% d'abattement. Si vous prenez les trois premières, là, sur ce, investisseur étranger, qui exporte à 90% et qui peut rapatrier son bénéfice, à quoi ça vous fait penser? C'est exactement le principe de la colonisation. C'est-à-dire que le système fait qu'aujourd'hui, vous avez des pays victimes de la colonisation qui fixent comme règle pour l'investissement et l'exportation les règles de ce qu'était la colonisation antérieurement. Ils ont intégré le phénomène colonial même dans leur façon de faire du commerce, etc. Et ça, je pense que c'est absolument incroyable. Alors bien sûr, on voit apparaître aussi ici également toutes les conséquences. Le dumping fiscal, impôt sur les sociétés. Donc le dumping fiscal, il ne joue pas seulement sur l'impôt moyen qu'on paye en Tunisie, qui est à peu près le même que chez nous, 30% pour les sociétés, mais on va en rajouter si vous venez vous installer en Tunisie. Le dumping social, on en rajoute aussi. En fait, que cherchent les Tunisiens? Ils cherchent à donner du boulot à leurs travailleurs. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Vouloir donner du travail à ces citoyens, c'est tout à fait respectable. Mais ils veulent donner ce travail au détriment des autres pays. Dans le sud tunisien, j'ai deux amis qui se sont associés avec un Français pour faire des serres. Des serres pour faire des tomates, des concombres, des brocolis, je ne sais pas encore, pour les exporter en France. Je leur faisais remarquer qu'en faisant ça, ils allaient concurrencer, je dois dire, les apiculteurs bretons. Ils disaient, mais ça, c'est pas notre problème, c'est le problème des Français. Donc c'est vraiment la concurrence entre les travailleurs qui est exacerbée. Un autre exemple, l'ATCOR, qui fabrique des pièces détachées pour l'aviation, a profité de tout ce système d'avantages là pour aller s'installer à une centaine de kilomètres de Tunis. Il y a 450 personnes dans cette usine qui fournit des pièces détachées pour Airbus. Des ouvrières se révoltent parce que leurs conditions de travail sont invraisemblables. Elles décident de faire un syndicat. Que fait la direction? Si vous faites un syndicat, on va relocaliser en France.
Donc on voit bien, on met les travailleurs en concurrence. Et à chaque fois qu'il y a une relocalisation en France, il faut creuser. Pourquoi c'est relocalisé? Est-ce que c'est parce que véritablement ça redevient moins cher en France, ou c'est pas parce qu'ils avaient des problèmes sociaux dans le pays où ils étaient installés? Je crois qu'il faut être très méfiant sur ces choses-là. Alors venons-en à la charte de La Havane. Alors là j'espère que je vais... Clac! Formidable. Là le plan de l'exposé. D'abord on va essayer de voir, mais très rapidement, je ne vais pas refaire tout un schéma historique des origines de la charte de La Havane. Ensuite on va s'intéresser au contenu. Et enfin, nous ne manquons pas de culot et d'ambition au niveau du groupe de travail-emploi, puisque nous avons fait une ébauche d'un programme politique, d'un parti politique, pour arriver vers un nouveau système d'organisation du commerce international. Alors, aux origines de la charte de La Havane. D'où vient l'idée de faire cette charte qui fait un lien donc entre le commerce international et l'emploi? En fait, le problème, c'est que au niveau international, on s'aperçoit et on reconnaît que la Société des Nations a absolument été incapable de prévenir la Seconde Guerre mondiale. Une explication monte, qui est peut-être discutée, mais à l'époque, les gens pensent beaucoup que c'est la situation économique et sociale d'avant-guerre qui peut être une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'ONU décide et intègre le fait que les fondements de la paix, c'est pas seulement empêcher les disputes de territoire, des choses comme ça entre les pays, mais les fondements de la paix doivent s'appuyer aussi sur les dysfonctionnements sociaux et économiques qu'il peut y avoir dans les pays, qui sont des facteurs de tension entre les pays, etc. Donc, dans son article 55, l'ONU indique que les Nations Unies favoriseront le relèvement des niveaux de vie. Excuse-moi Michel, ce serait bien que vous avanciez ces deux tableaux-là, vous mettez les choses derrière. Ces deux tableaux. En version taroulette, ça va être facile. Désolé de ça. Non, mais tu m'as dépanné, c'est déjà pas mal. Je ne veux pas demander l'impossible. Ça va là, vous suivez? Hein? Donc dans son article 55, la Charte des Nations Unies indique qu'ils veulent favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein d'emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social. Oui, attendre 2 minutes. J'attends 2 minutes. Là, on va jouer à guichet fermé, donc... C'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien au fond de la salle? Oui, également. Donc, dans le but du fait de cet article 55 de la Charte des Nations Unies, et pour la mettre en œuvre, les Nations Unies décident de convoquer une conférence internationale sur le commerce et l'emploi. Vous voyez bien, c'est le commerce et l'emploi. Donc les Nations Unies font à ce moment-là le lien entre les deux, en vue de favoriser le développement de la production, des échanges et de la consommation des marchandises. Là, ça pose un petit problème. Nous sommes en 1947, dans une période où le productivisme est roi. Aucune préoccupation environnementale ou écologique à l'époque. Donc il faut se souvenir de ça pour la suite. C'est que on considère que l'activité humaine doit tendre toujours à plus de consommation
plus de production, plus d'échanges, hein, indépendamment de l'objectif de plein emploi. Donc la conférence de la Havane sur le commerce et l'emploi se réunit du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948. Et le 24 mars 1948 est signée une charte de la Havane, 150 pages, qui fixe les objectifs et les règles pour le commerce international et pour l'emploi, et qui préconise la création d'une organisation internationale du commerce qui serait dépendante de l'ONU pour la mise en œuvre donc des objectifs de la charte et pour l'application des règles du commerce international. La charte est immédiatement signée par 53 pays qui participent à cette réunion. Mais elle n'est pas ratifiée. Elle n'est pas ratifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être mise en œuvre, pour plusieurs raisons. Première raison, comme on est juste après la guerre, à l'époque, les États-Unis représentent plus de 25% du commerce international. Donc le raisonnement de tous les pays est à peu près le même. Tant que les États-Unis n'ont pas ratifié, ça ne vaut pas le coup qu'on perde du temps, parce que si eux ne ratifient pas avec 25% du commerce international, ça n'a pas d'intérêt de nous lancer là-dedans. La deuxième cause, c'est qu'entre le moment où on décide de la conférence internationale et le moment où elle se termine, il se passe plein d'événements qui changent un peu la vision des choses au niveau international. C'est l'apparition de la guerre froide. L'apparition de la guerre froide avec la fameuse stratégie du containment du président Truman. Il s'agit de contenir l'expansion de l'Union soviétique, auquel a répondu d'ailleurs le président soviétique de l'époque, Zhdanov, je ne sais jamais comment on dit, Zhdanov, qui lui dit il faut aussi arrêter l'impérialisme américain. Donc de façon évidente, les tensions règnent, les tensions augmentent entre les deux domaines et cette organisation du commerce international devient secondaire pour les Américains en particulier par rapport à la stratégie de containment. Alors, dans la stratégie de containment, il y a Marshall, il y a pousser les Européens à se mettre ensemble, il y a signer des traités avec l'Amérique du Sud, signer des traités avec l'Asie du Sud-Est. Il s'agit de contenir. Et donc, même si Truman se trouve dans une situation favorable, c'est-à-dire que lui est démocrate, les deux assemblées sont démocrates, donc a priori, il a toutes les chances de pouvoir faire ratifier. Mais même chez les démocrates, il y en a beaucoup qui ont lâché la charte de la Havane, si je puis dire, pour se rallier à la stratégie du containment. Et donc, Truman prend conscience qu'il n'a strictement aucune chance de voir la charte ratifiée par les assemblées, donc il décide de même pas la présenter. Alors là, je dois dire que historiquement, il y a deux visions qui s'affrontent. Il y en a qui disent s'il la présentait, ils ont voté contre. Moi, tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est qu'il a retiré, il n'a même pas présenté la charte de la Havane aux assemblées. Donc, la guerre froide est une première raison de non-ratification. Je pense qu'il y en a une deuxième qui est largement, peut-être pas aussi importante, mais qui est aussi assez déterminante. Pendant toutes les négociations de la charte, on a vu s'opposer deux conceptions. Une conception qui était purement libérale, le moins d'entraves possible au commerce, et une conception keynésienne, au contraire, qui pense qu'il faut encadrer les choses. Et lorsqu'on lit la charte de la Havane, qui n'est pas un exercice facile, on sent au fil des articles, on a l'impression de participer à la négociation, aux contradictions. On a même l'impression parfois qu'il y a des articles qui sont contradictoires. Mais en relisant, non, ils ne sont pas contradictoires. Mais la charte de la Havane, le texte, traduit bien la tension qu'il y a entre les keynésiens et les libéraux. Donc la charte n'est pas ratifiée. Alors, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Par contre, il y a des négociations qui s'appellent le GATT sur les tarifs douaniers. Il y a plusieurs rondes qui se succèdent et on débouche à la fin
sur la mise en place en 1994 de l'OMC. Bon, là, je ne veux pas détailler parce que j'ai déjà pris du retard.